Je vais faire un petit point d'étape 10 mois après les dernières journées Oscar sur le travail que j'ai fait sur donc la modélisation de la zone critique sur plusieurs sites dans le cadre du Work Package 2. Le contexte général, c'était, on va dire, le grand contexte est vraiment regarder la zone critique de manière centrée sur l'eau, par où elle circule, et assez déterminant de circulation, on va dire. Et puis conceptualiser ça un peu comme le chemin de la pluie jusqu'à l'évaporation ou la décharge à l'exutoire, et puis les exports de nutriments qui sont associés, en se focalisant un peu sur cette étape intermédiaire qui est le stockage transitoire de l'eau, un peu une autre façon de parler des chemins de l'eau, et notamment les interactions eau-roche qui en découlent, enfin qu'elle déclenche, que ce stockage déclenche. Et donc les questions un peu plus précises, mais qui restent générales, c'était regarder où c'est que les plantes, quelle eau utilisent les plantes, et en retour, comment l'utilisation de l'eau par les plantes contrôle le partitionnement des chemins de l'eau dans un bassin versant, enfin, dans la zone critique. J'utiliserai un peu ces deux termes de manière interchangeable, même si ce n'est pas tout à fait correct. Et, et comment ces flux d'eau et les temps de transit de l'eau dans la zone critique peut contrôler notamment l'altération chimique, en particulier des silicates que je vais illustrer après. Et donc ça, c'est pour la science, on va dire, mais c'est vrai que un peu une démonstration, enfin en tout cas essayer de montrer l'intérêt de faire une approche modèle, modélisation donnée sur les observateurs Oscar et sur les processus afin d'ouvrir un peu la voie à... Sylvain, est-ce que je peux t'interrompre? Oui, Le son vas-y. n'est pas très très bon. Peut-être, si tu préfères, je peux peut-être passer la présentation pour que tu aies un peu plus de bande passante de ton côté. Là, vous m'entendez mieux ou ça reste haché? Ça a l'air mieux. Mais c'est vrai que c'est très irrégulier, en fait, Sylvain. Ah, d'accord. Bah, c'est peut-être ma connexion qui est un peu limitante. Je ne sais pas. Est-ce que là, ça reste haché toujours ou je... C'est bon. Vas-y, ouais, continue. Bon. Ok, bah, je vais parler lentement peut-être alors. Donc l'approche, donc l'application, c'était on a choisi 4 bassins versants, 4 sites d'Oscar, donc avec comme contrainte de prendre des petits bassins versants dans une géologie de socle. Donc les 4 bassins, c'est un Cabanès en Bretagne, le Stringbar dans l'est de la France, dans les Vosges, Lara au Bénin et Moléolé en Inde. Et ces bassins, en fait, ils constituent un gradient bloc-climatique en termes de type de précipitation végétale, et puis aussi de régime en fait, de rivière qui peut être intermittent dans certains cas. Et ici, je vous montre aussi en bas à gauche un peu les types de données qui sont disponibles pour ce qui est mesuré dans ces observatoires, avec les couleurs qui indiquent un peu la fréquence à laquelle c'est mesuré et la période qui est couverte. Donc, on voit ici qu'il y a quand même une grande diversité d'observables qui permettent à la fois de faire tourner un modèle et puis de l'évaluer en regardant plusieurs types de sorties et donc de processus et à des échelles différentes. De manière géographique, voilà, les bassins, c'est à ça qui ressemblent. Là, je les ai mis un peu à la même échelle pour donner une idée. Donc là, vous avez le modèle numérique de terrain pour chaque bassin versant. La résolution utilisée pour la modélisation est indiquée par les petites, alors pour le Stringbar, Kerbernèse et Moléolé, par les petits carrés noirs là, ou marrons. Et puis pour le Bénin, c'est par la résolution du MNT directement. Et on voit ici aussi où sont situées l'instrumentation, enfin les types d'observables, on va dire, donc, plutôt pardon, les compartiments. Voilà, qui illustre encore une fois le potentiel d'évaluation du modèle, même si je n'ai pas utilisé les données qui étaient disponibles à tous ces endroits pour chaque bassin.
Donc, c'est des simulations qui ont été conduites à une échelle journalière dans ce cas-là. Oui, pardon. Dans les dernières journées Oscar, j'avais montré un peu le travail qui avait été fait sur le string bar et Kubernetes. Donc, je ne vais pas y revenir ici, puisque depuis, j'ai fait tourner le modèle au Bénin. Donc, je vais me concentrer là-dessus, sur une première évaluation des simulations. Et à Moléolé en Inde, où j'ai un peu approfondi le travail que j'avais commencé déjà avec des simulations écohydrologiques. Et là, je montrerai l'évolution qu'il y a eu. En parlant de modélisation, donc le modèle écohydrologique que j'utilise, c'est EcoISO. D'ailleurs, je vais faire un petit point parce plusieurs fois, il y a eu des hésitations là-dessus. La prononciation recommandée pour ce modèle, c'est écho, comme un écho, et ISO. D'ailleurs, vu qu'à Oscar, on aime bien jouer avec les mots, j'ai fait écho à ça, en fait, avec comme un écho, en fait. D'ailleurs, des collègues en Allemagne qui utilisent beaucoup ce modèle et qui sont graphistes à leurs heures perdues m'ont fait la gentillesse de m'offrir un t-shirt avec un jeu de mots visuel lié à EcoISO. Je vous laisse apprécier l'esprit qui est pour ce jeu de mots. Et donc, reprenons la partie scientifique. EcoISO, c'est un modèle qui est basé sur les processus. Donc, les distribuer dans les masses, comme vous pouvez voir ici en gauche, un exemple de bassin versant, où chaque cellule, chaque pixel, en fait, sont connectés entre eux latéralement. Et à chaque pixel, on effectue un bilan d'énergie au sommet de la canopée et à la surface qui permet de calculer l'évaporation, mais aussi après tous les flux hydrologiques que vous voyez à droite ici, donc verticaux, de bas en haut et de haut en bas. Et cela est également lié à la phénologie de la plante, puisque la transpiration qui est calculée alimente un modèle d'allocation qui permet de prédire aussi l'évolution de la surface foliaire. Et à cette description sur les processus spécialisés s'ajoute la possibilité de tracer, en traceur isotopique, le détérium d'oxygène 18, et en chlorure, et également de l'âge de l'eau, c'est-à-dire le temps écoulé depuis l'arrivée de la précipitation dans le bassin versant, dans chacun des compartiments pour chacun des pixels. Donc en appliquant des équations assez simples de mélange dans chacun, lorsque l'eau se transfère entre les compartiments. Ce qui permet de prédire en fait l'âge de l'eau ou sa composition isotopique dans les différents compartiments et en sortie notamment dans le cours d'eau ou de la transpiration. Donc ici, je vais montrer l'application que j'avais faite dans le bassin de Lara au Bénin, donc il y a un bassin de 12 km², où donc j'ai fait des simulations à une résolution de 100 m², enfin de 100 mètres par 100 mètres, avec des données, des simulations journalières sur la période 2007 à 2015. Donc ici, ce que vous voyez, c'est donc le débit simulé à deux exutoires, donc l'exutoire principal au milieu, qui est l'exutoire du bassin versant, et puis l'exutoire aussi d'un sous-bassin qui est et ce qu'on voit, c'est que donc c'est une distribution spatiale avec des surfaces associées qui sont bien différentes. Et le modèle arrive à se débrouiller pour rattraper la temporalité du débit, même si on voit qu'à l'exutoire principal, il n'arrive pas à attraper les périodes de grande crue durant la mousson, durant la saison des pluies, durant la saison des pluies. Mais c'est une validation qui est assez intéressante puisqu'on a vraiment deux bassins de taille différentes qui sont simulés avec la même simulation avec un accord raisonnable de données. Et ensuite, pour ce bassin versant, on a la chance d'avoir une tour à flux. Donc, j'ai pas mal discuté, échangé avec des gens de l'IGE et HSM, donc Christophe Peugeot, Basile Hector et Jean-Martial Coard notamment, et Sylvie Gall aussi, pour un peu essayer de bien calibrer, en tout cas manuellement, le bilan d'énergie qui est simulé par ECHO par rapport aux données, ce que vous voyez en bas ici, où on a l'évapotranspiration mesurée en noir et puis l'évaporation simulée totale en rose, avec ces différentes composantes, qui est l'évaporation du sol en orange et l'évaporation d'interception
en mauve. Et ce qu'on voit, c'est qu'on arrive à bien attraper le cycle saisonnier, même si certains éléments sont sous-estimés, comme le pic d'évaporation du sol en début de saison des pluies, enfin en début d'été, on va dire, avant qu'il y ait le flush de foliaire, de végétation qui lance la transpiration qui constitue la plupart de l'évapotranspiration durant la saison de croissance. Et là encore, du coup, ça a montré une évaluation non plus axée seulement sur l'hydrologie, mais aussi sur le bilan d'énergie. Et dans ce même bassin versant, il y a aussi des mesures de profil d'humidité à différents endroits. Donc, il y a un transect qui est ici montré en orange, là, dans le sous-bassin de Nalehou, et puis aussi au niveau de la tour à flux. Et je ne vais pas aller dans le détail, mais donc en noir, vous voyez les simulations pour différents horizons. Et en couleur, les mesures qui ont été faites. Et on voit qu'on a un accord modèle donné assez raisonnable, puisque, surtout, étant donné du fait qu'on simule ça à plusieurs endroits avec un seul modèle, avec une spatialisation des paramètres hydrodynamiques qui est assez simple au final, mais qui est suffisante en fait pour capturer le comportement, un comportement qui est un compromis, on va dire, entre les différentes spécificités de chaque point de mesure. Donc voilà, donc ça c'était le travail que j'ai amorcé au bassin de Lara, et je ne suis pas allé beaucoup plus loin que ces simulations pour l'instant. Et maintenant, je vais vous parler un peu du travail qui a été fait à Moléolé en Inde. Donc Moléolé, c'est un bassin versant de 4 km² qui est situé dans le sud-ouest de l'Inde. Donc ça, c'est une collaboration notamment avec Jean Riotte et à Toulouse au JET, et puis Laurent Ruiz à la cellule franco-indienne des sciences de l'eau à Bangalore, où on a un site qui est une forêt décidue sèche avec un régime de mousson, donc une grande saisonnalité de la pluie, et un cours d'eau intermittent qui est déconnecté de la nappe. Donc c'est un certain défi à simuler. Donc en bas à gauche, vous avez une idée de un peu la différence de couverture végétale entre les saisons. Et donc on a fait des simulations à une résolution de 90 mètres journalière, encore une fois, avec le modèle ECO. Et donc là, j'ai conduit un travail un peu plus poussé de calibration basé sur des données de débit à l'exutoire, qui est ici en vert sur la carte, et à différents niveaux piézométriques qui sont mesurés à plusieurs endroits dans le bassin versant. Donc, ces simulations qui ont été en utilisant une couverture végétale uniforme, donc surtout dominée par une forêt décidue sèche de type arbre tech, avec un enracinement assez profond, puisque c'est un site qui a un régolithe vraiment, une zone altérée vraiment profonde qui peut aller jusqu'à 30 mètres, et des nappes phréatiques qui sont selon les endroits où on est, qui sont à 40 mètres de fond ou qui affleurent parfois. Donc, c'est une calibration qui a été faite, comme je le disais, surtout avec des données hydrométriques de débit et de niveau piézométrique. Ce que vous voyez ici, c'est le débit simulé au milieu, le débit simulé à l'exutoire pour les meilleurs runs. Donc, c'est un ensemble de 10 meilleurs runs qui sont assez difficiles à reproduire, en fait, puisqu'on a une grande variabilité interannuelle que le modèle peine parfois à reproduire. Il a à peu près la temporalité saisonnière des moments d'écoulement, mais l'intensité de ces moments d'écoulement est parfois un peu décalée, même si le bilan annuel n'est pas trop mal, on ne le voit pas ici. Mais on a une efficacité de Kleene-Gupta qui est entre 0,1 et 0,18, ce qui est bien, mais pas top, comme diraient certains. Et au niveau des niveaux piézométriques, je montre deux exemples ici en bas. On reproduit la saisonnalité, surtout en bas de versant, c'est le puits P1, mais plus haut dans le bassin versant, on a tendance à surestimer en fait les variations, les tendances sur plusieurs années, bien que la saisonnalité ne soit pas trop mal reproduite. Donc, sur cette base, j'ai un peu plus poussé l'analyse pour regarder un peu les variations de prélèvements racinaires en termes de quantité et d'âge, et comment ils varient dans l'espace, dans le bassin versant.
Donc, ici, vous voyez des cas de prélèvement racinaire donc pour 2 années qui sont assez contrastées, après une période humide et puis durant une sécheresse. Donc, c'est la colonne gauche et la colonne milieu. Et tout d'abord, pour l'âge de la transpiration, qui est la première ligne, ce qu'on voit, c'est que dans les bas de versant, que vous devinez ici par le réseau hydrographique, l'eau utilisée par les plantes est en général plus vieille que plus haut sur le versant. Une deuxième chose, c'est que cette différence, la fraction d'eau provenant de couches assez peu profondes, c'est-à-dire dans le premier mètre, c'est ce que vous voyez dans la deuxième ligne, est plus importante dans le fond de vallée que sur les versants. Donc, et inversement, la fraction d'eau provenant au-delà d'1 mètre, entre 1 et 20 mètres, est plus importante dans les hauts versants que dans les vallées. En fait, ce qui montre que dans les fonds de versants, les arbres, les plantes, notamment les arbres, ont tendance à puiser plus facilement de l'eau qui est pas trop profonde, puisqu'il n'y a pas vraiment de limitation. Donc ça, c'est un pattern spatial qu'on voit à peu près partout, enfin qu'on voit durant les années sèches et humides. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aussi durant les années sèches, en 2016, de manière générale, on a des eaux plus vieilles qui sont utilisées par les plantes, ce qui est logique, mais aussi on a une tendance à aller chercher plus profond durant l'année sèche, en 2016. Vous pouvez voir ça dans la dernière ligne, par exemple. Vous voyez que la fraction d'eau profonde est plus importante partout le long du bassin versant durant l'année 2016 que durant l'année 2008. Donc voilà, c'était une caractérisation spatio-temporelle du type d'eau utilisée par les plantes. Donc maintenant, si je reviens un peu là, je fais un peu après cette analyse un peu plus poussée à mollet au lait, je fais une comparaison des bassins versants puisque ces simulations ont permis en fait de faire plusieurs choses, notamment faire des bilans en termes de flux et de partitionnement des flux dans les bassins versants que j'évoquais tout au début, entre les différentes composantes que sont les flux d'évaporation et puis la décharge en surface ou souterraine. On voit qu'on a vraiment un gradient de partitionnement entre ces différents bassins versants si on fait des moyennes à long terme. Donc, à Cabernet, en Bretagne, on a le bassin versant qui écoule son eau principalement par débit de rivière. Le Strangbar, un peu moins, avec une contribution plus importante de l'évapotranspiration, enfin de moitié quasiment. Mais dans cette évapotranspiration, les composantes sol, plante ou interception du couvert changent. Lorsqu'on se déplace vers l'ARA, on a une contribution beaucoup plus importante de l'évapotranspiration, qui constitue 3/4 des sorties du bassin versant. Mais c'est en grande partie de l'évaporation du sol. Et lorsqu'on arrive à mollet au lait, on voit que l'évapotranspiration contrôle 80% des sorties du bassin versant et qu'une grande partie de cette évapotranspiration, c'est dû à la transpiration des plantes. Donc, on a vraiment une espèce de gradient d'une hydrologie qui est de plus en plus contrôlée par l'évapotranspiration et dans cette évapotranspiration par la transpiration des plantes. En tout cas, selon les simulations plus ou moins préliminaires que j'avais faites dans ces différents bassins versants. Et si on regarde les choses de manière, alors peut-être un peu plus conceptuelle, mais c'est en regardant dans la zone critique. Alors, ce que je vous montre ici, c'est 4 figures qui sont les mêmes pour les 4 sites. Où, ce que je vous montre sur l'axe des X, en fait, c'est le stockage dans la zone critique, c'est-à-dire moyenné sur tout le bassin versant, la lame d'eau équivalente stockée dans le bassin versant, qui est un peu l'état hydrologique, en fonction de ce changement de stockage d'un jour sur l'autre, qui est un peu la tendance à perdre ou à gagner de l'eau. Et en fait, dans ce diagramme de phase, ça va toujours dans le sens horaire, puisque si je prends comme exemple le Strangbar, par exemple, à droite, en haut à droite, on part d'un état rempli, on va dire, juste avant au printemps. Et puis, le bassin commence à se vider pendant l'été. Donc, on passe dans la partie négative du changement de stockage. Et puis, le stockage diminue. Et puis, on arrive à la fin de l'été au stock minimal. Et puis après, on revient puisqu'on a moins de demande atmosphérique et les pluies remplissent le bassin. Mais ce qu'on voit ici, en fait, dans cette représentation un peu fonctionnelle, où le temps est plutôt en couleur que sur un axe des X, c'est qu'on a vraiment des profils très, très différents entre les bassins versants.
et qu'on peut quantifier selon, par exemple, la symétrie entre le remplissage et le vidage du bassin. C'est relativement symétrique dans le streng bar, mais on voit qu'à Moléolé, on a un vidage qui est assez lent durant la saison sèche, qui va excusez-moi, la saison sèche qui va du coup durant l'hiver boréal, et puis un remplissage très rapide durant la mousson. Donc cette représentation permet vraiment de mettre en avant les grosses différences fonctionnelles et qui agglomèrent beaucoup de processus à la fois, mais qui est un peu une mesure synthétique qui reste à affiner d'importance relative de partitionnement de l'eau et de perte du bassin versant d'eau selon si c'est contrôlé par la végétation, donc très dépendant de la demande atmosphérique, de l'ensoleillement et de la pluie, ou seulement par la gravité, si c'est par exemple un bassin versant comme Cabernet qui dépend beaucoup du flux des nappes phréatiques, du débit d'étiage qui est contrôlé par le niveau des nappes phréatiques et donc par la gravité. Suite à ces simulations hydrologiques, on a couplé ça avec des simulations pour traquer les éléments majeurs, donc les nutriments dans la zone critique. Donc, avec un autre modèle qui a été chaîné à EcoISO, c'est le modèle Witch 3D, donc c'est une collaboration particulière avec Yves Goderis au JET à Toulouse, qui est un modèle en boîte, en fait, un modèle modulaire, qui est ici dans une configuration distribuée spatialement, à une résolution qui est la même que celle de EcoISO, donc avec des pixels de 90 par 90 mètres, et puis 10 niveaux verticaux, donc la surface, le premier mètre de sol, et puis des incréments de 5 mètres. Donc c'est un modèle qui est vraiment basé sur la cinétique, des lois en laboratoire pour calculer les flux d'altération, et on l'a forcé en utilisant les flux calculés par ECO entre les différents compartiments, l'infiltration, les flux latéraux et le contenu en eau sur une base mensuelle. Voilà, bon, là c'est un résumé un peu de la configuration du modèle. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le prélèvement racinaire, notamment, est regardé d'un point de vue seulement hydrologique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prélèvement de nutriments par les racines. C'est vraiment un espèce de premier exercice centré sur l'hydrologie. Les dissolutions, les réactions d'altération qu'on regarde beaucoup, c'est surtout celles liées de l'albite et la smectite, dont je vais parler un peu juste après. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de voir que dans cette configuration très simplifiée, on a une minéralogie uniforme latéralement, avec un gradient vertical, cela dit. On a des patrons spatio-temporels qui apparaissent dus à l'hydrologie. Ce que vous voyez ici, ce sont des cartes de taux d'altération. À gauche, l'albite et à droite, la smectite. Pour le premier mètre en haut et sous la zone racinaire en bas. Et ce qu'on voit, c'est que par exemple, l'albite se dissout beaucoup plus lentement lorsqu'on descend vers le fond du bassin versant. Donc, sous la zone racinaire, on a un flux une dissolution beaucoup plus faible. Et la smectite, c'est encore plus marqué puisqu'on a un flux d'altération qui est ce qu'il est près de la surface, dans le premier mètre. Lorsqu'on descend sous la zone racinaire, en fait, on a une précipitation. Donc, l'altération s'inverse même puisqu'on a une précipitation de la smectite qui peut être due c'est encore en cours d'exploration, mais ce qui pourrait être dû à un transfert d'aluminium. Je ne sais plus exactement. Je suis en discussion de ça avec Yves Goderis. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment des moyennes sur la période 2010-2019, qui est là où la simulation était à peu près avait passé son état transitoire. Et si on regarde ça de manière un peu plus détaillée sur un transect qu'on a fait nord-sud dans le bassin versant, encore une fois en regardant l'albite et la smectite, leur taux d'altération, ce qu'on voit, c'est que pour mettre en avant la variation spatiale, l'albite, ce que je disais tout à l'heure, on voit qu'on a un taux de dissolution qui diminue lorsqu'on va vers le fond, et en particulier un arrêt quasi total en dessous de la zone racinaire, c'est-à-dire au-delà de 10-15 mètres. Pour la smectite, on a vraiment un profil assez variable verticalement, puisque voilà, on passe d'une dissolution à une précipitation juste sous la zone racinaire, et puis de nouveau une dissolution un peu faible vers le fond du bassin versant.
Et latéralement, on voit certaines hétérogénéités. En particulier, on a une remontée de la zone de dissolution là où passe le réseau hydrographique, tout simplement parce qu'on a beaucoup moins de drainage vertical. Et dans ces simulations, on a même du retour vers la surface, ce qui est quelque chose qui, dans la réalité, n'arrive pas et que j'ai corrigé depuis dans les simulations toutes nouvelles pour l'hydrologie. Voilà, ah oui, ça c'était l'échelle qui me manquait. Enfin, tout ça, c'est un exercice, on va dire, de pensée des simulations de la géochimie. D'avoir une évaluation avec des données de terrain. Bon, je les ai mis à la fin, mais j'aurais pu les mettre un peu plus tôt. Donc ici, je vous montre un peu dans la nappe phréatique la comparaison entre ce qui est simulé, ce qui est mesuré dans la nappe phréatique en termes de concentration en sulfate, à comparer avec ce qui est simulé par le modèle. Alors, ce qui est simulé par le modèle, c'est plusieurs couleurs, parce qu'en fait, le modèle ne différencie pas la zone saturée et non saturée, et chaque couleur, en fait, correspond à une profondeur simulée. Donc, la comparaison n'est pas directe, mais ce qu'on peut voir, c'est que de manière générale, on reste quand même dans les ordres de grandeur de ce qui est mesuré, ce qui est rassurant, sachant que le modèle, encore une fois, le modèle Witch d'altération n'a pas été calibré. Il a une minéralogie très simple et assez peu contraint. On n'a pas de prélèvement de nutriments par la végétation. Donc, c'est un premier point d'évaluation qui va être un peu suivi plus tard. Donc pour ces différents puits, j'ai regardé aussi, par exemple, d'autres... Ah oui, parce que le sulfate, ce qui était intéressant, c'était que c'est un traceur de l'hydrologie parce qu'il n'est pas produit localement. Il est seulement, il y a des entrées à chaque temps, mais il n'y a pas de réaction d'altération qui relâche du sulfate dans la simulation. Donc c'est vraiment seulement un traceur, on va dire, de l'hydrologie sans réaction. Pour le sodium, c'est un peu différent puisqu'il est produit localement. Et là encore, on voit qu'on a des valeurs, une grande hétérogénéité selon la profondeur simulée, mais qui restent dans les valeurs plus ou moins dans l'ordre de grandeur des valeurs simulées. Donc voilà, ça c'était vraiment une première évaluation préliminaire qu'il faudra compléter et sur laquelle je suis en train de travailler avec Yves Godéris. Une chose qu'on a présentée cette année à l'AGU, c'était un peu de regarder, à partir de ces premiers exercices de simulation, quelle était l'importance du prélèvement racinaire dans l'hydrologie et plus tard dans la géochimie, dans ce bassin de Moléolé. Et donc, on a fait un peu une expérience de pensée en partant de l'état actuel où on a une forêt dominante avec un prélèvement racinaire profond qui donc fait un partitionnement dont j'ai parlé tout à l'heure, avec une grande partie qui vient de l'évapotranspiration, de l'étranspiration des plantes en vert. Là, je montre aussi les âges associés à ces prélèvements, enfin à ces sorties. Et ce qu'on a fait, c'est changer ça avec comme si on passait d'un couvert forestier à un couvert de type grassland avec des racines qui ne vont pas au-delà d'1 mètre. Et qu'est-ce que ça changerait dans l'hydrologie de bassin versant pour simuler un changement d'usage du sol un peu idéalisé. Et ce qu'on voit, c'est qu'on passe vraiment d'un système dominé par la transpiration, par un système où l'évaporation du sol devient plus importante, la transpiration diminue énormément et est plus jeune, ce qui est logique puisqu'elle est prélevée moins profond, et on augmente le débit des rivières. Voilà, donc c'était assez caricatural comme changement, mais c'était vraiment au premier ordre pour voir comment l'hydrologie changeait suite à ça, et quelles étaient aussi les conséquences en termes de contrôle du stock dans le bassin versant par rapport à la ressource utilisée par les plantes. C'est ce qui est montré ici, avec sur l'axe des X, le stockage, qui est normalisé, mais c'est donc l'état hydrologique, encore une fois, comme un contrôle de l'âge de l'eau utilisée par les plantes. C'est ce que vous voyez ici. Les couleurs vous indiquent un peu la saisonnalité, le moment d'année, puisque ici, vous avez plusieurs années. Et donc, vous avez des cycles. Une année, durant la saison sèche, le stock diminue et l'âge augmente puisque les ressources tarissent. Et puis, la saison des pluies arrive, l'âge diminue de nouveau à mesure que le stock augmente. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a vraiment une grande variabilité interannuelle. Selon les années, on a vraiment des stocks différents et donc des âges de l'eau utilisés par les plantes qui sont différents. Ce qui correspond à ce qui est observé sur le terrain avec des sécheresses qui ont été marquées et parfois même des mortalités d'arbres dues au fait qu'il
que la ressource en eau devenait épuisée. Et donc, l'idée, c'était de regarder un peu qu'est-ce qu'on avait si on passait à un système avec des racines peu profondes. Et ça donne ça. Et en fait, le message au power ici, c'est qu'on a un contrôle beaucoup plus faible du stockage sur l'âge de l'eau utilisée par les plantes. Parce qu'en fait, on a un système qui varie peu en stockage. On a une amplitude de stockage qui est de 200 mm à peu près, ce qui est beaucoup plus faible que ce qu'on a comme ordre de grandeur dans les conditions actuelles. Et on a vraiment une variation de l'âge de l'eau utilisée par les plantes très faible dans la plupart des cas, jusqu'à ce qu'on arrive au pic, on va dire, de la saison sèche, juste avant l'été, juste avant la mousson, pardon, où là, l'âge augmente. Mais vraiment, on a un contrôle beaucoup plus faible du fait d'avoir un bassin qui varie peu en stockage et avec un prélèvement racinaire beaucoup moins profond. Et pour la géochimie, ce que ça change selon ces simulations, c'est par exemple la dissolution de la smectite, enfin l'altération de la smectite, c'est de voir que les conditions actuelles que je montre en haut ici, lorsqu'on a on passe sur des grasslands avec des racines beaucoup moins profondes, on a une augmentation de la dissolution près de la surface et on a une augmentation de la dissolution en profondeur. La transition entre les deux est pas verticale entre les deux est pas claire en termes d'augmentation et de diminution, mais en termes d'export de carbone total, ce qu'on voit, c'est qu'on a un export beaucoup plus grand lorsqu'on a des grasslands. Et ce qu'il faudra déterminer, si c'est dû au fait qu'on a une augmentation de la dissolution du fait d'avoir un prélèvement racinaire moins profond, donc dans le profil de sol, plus de dissolution ou pas, ou est-ce que c'est dû au fait que tout simplement on a plus d'export dans le cours d'eau, donc qu'en fait le flux de CO2 est contrôlé par la partie flux d'eau et pas tellement par la concentration de CO2 dans cette eau. Donc séparer ces deux effets est encore le sujet d'étude en ce moment. Donc si je résume tout ça, je montre beaucoup de choses ici, mais l'idée générale, c'était durant quasi ces 2 ans de postdoc, d'installer le décor pour développer une approche d'interfaçage entre modèles et données, pour des analyses qui sont transversales à différents observatoires de la zone critique, tout en pouvant aussi explorer des spécificités de chaque site. Donc pour ça, c'était vraiment une analyse distribuée spatialement à fréquence relativement élevée. Journalière, ce n'est pas forcément très élevé pour l'hydrologie, mais pour regarder la dynamique d'altération, c'est plus élevé que ce qui s'est beaucoup fait, et surtout qui était basé pour les processus, dans le but de vraiment regarder où est-ce qu'on a des hotspots de réaction et de transfert hydrologique, et à quel moment de l'année, ou durant quelles années sèches ou humides ça arrive. Avec cette analyse un peu plus poussée qui a été faite à Moléolé en regardant le profil de prélèvement racinaire et les conséquences pour la géochimie. Et les perspectives à partir d'ici, c'est de continuer et puis de finalement finir cette analyse à Moléolé avec l'écriture d'un papier qu'on a commencé à faire avec les collègues du JET notamment. Et sur le moyen long terme, je vais continuer moi à me focaliser sur les sites tropicaux. Comme l'a dit Isabelle ce matin, moi, donc à partir de février, je deviendrai chargé de recherche IRD à Géosciences Environnement Toulouse, avec une thématique qui reste très proche de ce que je fais actuellement, je me focaliserai sur les sites du Bénin, au Bénin, en Inde comme maintenant, mais aussi au Laos. Donc, je serai en collaboration directe avec la team Oscar, même si je ne serai plus dans le petit cercle. Et pour me succéder, a été recruté Julien Acquerer, donc qui va commencer de manière opportune le 1er février et qui va se focaliser sur les sites métropolitains. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, s'il reste un peu de temps, n'hésitez pas. Merci.